C'est donc sans lui que nous nous sommes rendus au Cameroun. Depuis 3 décennies, l'homme d'affaires breton y a investi un peu partout. Tout est parti de ce reportage diffusé pour la première fois le 7 avril 2016 sur France 2. Un reportage qui serait tourné dans les palmeraies de la Soca Palm et dans lequel la société camerounaise de palmeraies s'est sentie incriminée en ces termes qu'elle emploie des mineurs qui sont payés à moins d'1 euro par jour et ses salariés qui vivent dans des conditions précaires. Aussi que la Soca Palm s'est accaparée des terres des paysans. Donc moi je pense humblement que ce reportage à charge était le procès de Bolloré qu'on a essayé de mener contre Soca Palm. Donc Soca Palm a apparu comme un véritable dégât collatéral. Après 5 années et 7 mois de procédure, c'est finalement le 1er septembre 2022 que le tribunal de premier instant de Douala-Bonanjo, statuant en matière correctionnelle, a rendu son verdict. Reçoit la Soca Palm en sa constitution de partie civile, qui faisant droit en partie condamne Delphine Nicole, Daniel Quincy, Tristan Nicolas Wallet et Nicolas Poincaré à lui payer de manière solidaire la somme de 100 millions de francs CFA comme dommage et intérêt ventilé ainsi qu'il suit. Cette victoire, tout aussi importante que l'ancien bâtonnier est en voie de planifier un voyage pour permettre aux journalistes d'aller visiter les palmeraies de la Soca Palm afin de constater les allégations mensongères de France 2. On organisera une visite des sites pour voir la réalité de Soca Palm sur les lieux. Et vous verrez d'ailleurs quelles sont les structures qui sont mises en place pour permettre aux employés d'avoir une vie sociétale magnifique et une vie aussi en dehors des sociétés. Vous verrez notamment la cité des cadres, qui est quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais bien que les sociétés de notre pays permettent à ces cadres de vivre dans un climat aussi extraordinaire. Au sujet de l'interjection d'appel par France Télévisions, les avocats de la Soca Palm disent n'avoir reçu jusqu'ici aucune notification. Mesdames et messieurs, hommes et femmes de médias, bonjour et merci d'avoir accepté de sacrifier de votre temps pour participer à cet échange. Un échange auquel vous convie la société civile professionnelle d'avocats, Tchungan et Nakon. Ils sont les conseils de la Soca Palm et qui nous convient donc à ce déjeuner de presse au sujet de l'affaire Soca Palm contre France Télévisions. Comme vous le savez, il y a quelques années, 4 à 5 ans maintenant, la Soca Palm a attaqué en justice France Télévisions à la suite d'un reportage qui a été diffusé sur France 2 portant sur un portrait de Vincent Bolloré, le patron du groupe Bolloré. Il y a un reportage, un portrait dans lequel était incriminée la société Soca Palm. Et donc, la société camerounaise de palmeraies a attaqué ce reportage documentaire, et bien évidemment France Télévisions en justice. Et l'affaire vient de connaître son épilogue. Et c'est donc dans ce cadre-là que vous êtes conviés pour avoir des précisions sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Eh bien, pour les détails, nous aurons dans quelques secondes une projection d'un mini-documentaire d'environ 13 minutes qui rappelle les origines de cette affaire. On l'a indiqué tout à l'heure, les origines, c'est ce reportage était réalisé, qui aurait été réalisé dans les plantations de Soca Palm et qui présentait une sorte d'esclavagisme initié, orchestré par le groupe Bolloré.
Là, Maître Clément Napon prendra la parole pour d'autres détails. Et après ce point politique de Maître Napon, vous aurez droit à un dossier de presse qui donne un certain nombre d'indications sur l'affaire. Mesdames, Messieurs, merci infiniment d'être venus. À présent, nous allons donc regarder, prendre la parole pour le détail. Merci. Très longtemps, il répond formidable, son talent, ses capacités. Il y a une chose, comme dans tous les camps gitans, il y a le roi des gitans. Et tout le monde le connaît. L'homme que vous venez d'entendre, c'est un ancien grand flic, Bolloré en Afrique, et qui parle de son patron comme du chef d'un clan de gitans. Mais qui est vraiment Vincent Bolloré? Est-ce que c'est un gitan ou bien un pirate du capitalisme qui lance des raids contre Bouygues, Havas ou Vivendi? Ou alors, est-ce que c'est un entrepreneur génial, capable de sauver l'entreprise familiale avant de s'imposer dans le transport en Afrique, dans les médias ou dans les voitures électriques? Bolloré, un ami qui vous veut du bien, c'est notre portrait dans ce hors-série, le complément. À commencer par l'Afrique. Depuis bien longtemps, c'est pourtant le cœur de son empire, là d'où il tire plus de 80% de ses bénéfices. C'est donc sans lui que nous nous sommes rendus au Cameroun. Depuis 3 décennies, l'homme d'affaires breton y a investi un peu partout, dans des secteurs qu'il n'aime pas vraiment mettre en avant, mais qui lui rapportent énormément. Parmi ses activités, l'huile de palme. Depuis 1995, il est actionnaire d'un groupe financier luxembourgeois qui gère des participations dans des dizaines de milliers d'hectares de plantations. La marge frôle les 50%. Grâce à Emmanuel Elong, et nous avons pu pénétrer au cœur de l'empire noir de Vincent. Récolter des noix de palme qui produiront de l'huile. Tu leur expliques un peu ton travail? Comment ça marche? Ce n'est pas le nom plus de la hauteur. Ça pèse lourd et c'est hyper lourd ce qu'on va faire. La hauteur là, c'est déjà mieux pour soulever. Je t'appelle. Pour soulever ça. Besoin de protection? Non. Tu vois, je venais de dire tout à l'heure. C'est un travail difficile? Oui, trop dur. Et le salaire est vraiment faible. Dans la palmeraie, on trouve des hommes, des femmes, de tous les âges. Ils ne sont pas employés directement par le groupe Bolloré, mais par la plantation et surtout par une myriade de sous-traitants. 16 ans. Normalement, il fallait que je plante, mais comme mes parents n'ont pas eu de moyens, on m'a envoyé à l'école. Je sacrifie ça. Moi, c'est Guillaume, j'ai 34 ans, Capoel, il a 14 ans. Alors, c'est le vision. C'est ton matériel ou on te l'a donné? Cette protection là, c'est. Non, c'est moi qui ai acheté. Les dirigeants de la plantation ont refusé nos demandes d'interview. Mais ils nous assurent que tous les ouvriers du site sont majeurs et correctement équipés. C'est comme si ce n'était pas humain. Donc lui-même, il va voir, il voit vraiment ce que ses partenaires nous font. Les ouvriers tiennent à nous montrer aussi leur logement. Des cabanes en bois vétustes qui datent d'il y a plus de 50 ans. Un seul prix pour tout le village, environ 600 personnes pour un seul prix. À l'aide de plusieurs associations, depuis 5 ans, ils font tout pour attirer l'attention de Vincent Bolloré. Le courant électrique, il n'y en a pas. Il n'y a ni four, ni table pour ranger, marmite, rien, tout est à terre, comme vous le voyez là. Vous pensez que ça, il est ici? C'est comme des chiens, des porcs. En 2013, appelé en France au pied de sa tour. Ils remettent leurs doléances et filment eux-mêmes l'événement. Ce jour-là, Vincent Bolloré semble découvrir le dossier. Il est pourtant parfaitement au courant. 3 ans plus tôt, l'OCDE a ouvert une vaste enquête.
Une procédure rarissime. Après des mois d'investigation au Cameroun, l'organisation a reproché au groupe Bolloré des manquements sur plusieurs principes au travail. Et voilà pour ce document signé Tristan Boilex, Mathieu Régnier et Michael Bozo, qui ont donc travaillé au moins 6 mois pour ce portrait de l'intrigant M. Bolloré. Portrait qui n'a pas plu à M. Bolloré d'avoir travaillé dans ces plantations africaines. Après une première diffusion de ce reportage, devant l'Assemblée générale de ses actionnaires, Vincent Bolloré nous a accusé d'avoir payé un jeune homme pour dire qu'il avait 14 ans, alors qu'en réalité, il en aurait eu 20, et Vincent Bolloré prétendait avoir la preuve de tout cela. Alors, on avait déjà eu l'occasion de répondre, parce que les accusations étaient plutôt insultantes, et que ce ne sont pas nos méthodes à complément d'enquête de payer les gens pour mentir. Ce soir, on peut simplement rajouter qu'après une nouvelle enquête, après avoir joint la famille de ce garçon en Afrique, nous maintenons qu'il a bien 14 ans, et d'après ses parents, sont au contraire ses employeurs locaux, c'est-à-dire les partenaires de Vincent Bolloré, qui l'ont payé pour dire à un huissier qu'il était majeur. D'après sa famille, il a été payé exactement 4 € pour prétendre devant l'huissier, donc nous avoir menti. Voilà, on ne va pas en faire un feuilleton, on ne va pas en faire toute une histoire, mais on a été publiquement accusé d'avoir menti et bidonné. Il fallait bien qu'on réponde. Voilà qui est fait maintenant. En réalité, dans ce reportage, il y a eu des contre-vérités qui ont été dites au sujet de la Socapal. Et c'est la raison pour laquelle cette société a décidé donc de saisir la justice pour que justice justement soit rendue. Et je l'indiquais tout à l'heure, cette affaire connaît donc son épilogue. Et c'est la raison pour laquelle les avocats de la Socapal ont donc décidé de vous convier à cet échange pour avoir une explication. À présent, je voudrais passer la parole à Maître Napon pour d'autres précisions avant d'ouvrir la série des questions-réponses. Maître Napon. Les journalistes, je suis fonctionnaire d'avocat Tongan, et moi-même, nous vous remercions d'avoir honoré votre présence à ce point de presse que nous avons bien voulu organiser pour le compte de notre client, la société Socapal. Vous avez été conviés non seulement pour écouter, mais également pour partager, pour échanger. Autour de cette affaire qui a défrayé la chronique à un moment donné et que j'ai dénommé l'affaire Socapal contre Madame Delphine Desnottes-Pulsé, ci-devant président directeur général de France Télévisions, Monsieur Tristan Boilex, il est journaliste et grand reporter à la chaîne télévision France 2, qui fait partie du groupe France Télévisions, et M. Nicolas Poincaré, qui est également journaliste et grand reporter à France 2, et c'est le présentateur de l'émission que nous venons de regarder. Donc, il s'agit d'une affaire qui oppose Socapal à vos confrères. Donc, c'est tout l'intérêt de ce point de presse pour échanger et voir les limites qu'il ne faut pas franchir dans l'exercice du métier, voir la ligne rouge qu'il ne faut pas déborder dans le cadre de votre exercice professionnel. Et je m'en rends compte, je m'en réjouis que certains d'entre vous s'étaient déjà intéressés à cette affaire en 2016, parce que je me rappelle de certaines coupures de presse, notamment Frédéric Bongou, qui avait titré dans un article en 2016 Procès contre France Télévisions, France-Afrique, le match Bolloré contre France Télévisions se déporte au Cameroun. Un autre, notamment Audric Ngon, de Cameroun Infonet, lui avait titré Cameroun justice. Après la diffusion d'un reportage sur les conditions de travail dans ces plantations, la Socapal porte plainte contre France 2. Comment en sommes-nous arrivés là? Tout est donc parti de ce reportage que vous avez visionné tout à l'heure. Les pénalistes appellent cela le corps du délit. Et les latinistes utilisent un terme un peu plus approprié, ils parlent de corpus delicti.
Donc c'est ce reportage qui est le corps du début, intitulé Bolloré, un ami qui vous veut du bien. Il a été diffusé pour la première fois le 7 avril 2016 sur France 2. Et à la suite de la diffusion de ce reportage, la SOCAPAN a estimé qu'il contenait un ensemble d'affirmations diffamatoires et sans fondement à son endroit, lesquelles portaient gravement atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de marque. Société citoyenne et légaliste par excellence, elle a donc décidé de saisir les juridictions de notre pays pour être restaurée dans son honneur bafoué. Et la première audience a eu lieu dans cette affaire au tribunal de première instance de Douala-Bolandjo, qui siégeait en matière correctionnelle, le 4 février 2017. Donc après 5 mois, 5 ans de temps pour moi et 7 mois de débat et de procédure, cette juridiction a rendu sa décision le 1er septembre 2022. Je vois bien que vous vous étonnez quand j'ai dit 5 ans et 7 mois. Il s'agit bien de 5 années et 7 mois de procédure, alors que la loi de 90 sur la liberté de communication sociale a prévu qu'en matière de délit de presse, le juge saisira 1 mois pour rendre sa décision. Quand cela le tient, nous avons tenu bon jusqu'au 1er septembre 2022. Pour que vous puissiez mesurer le chemin parcouru, je me suis livré à un petit exercice de statistiques. Pendant 5 ans et 7 mois de procédure. Déjà, cette affaire a été connue d'un bout à l'autre, d'abord par un juge unique, et ensuite par 4 collégialités différentes de 3 juges chacune, qui se sont succédés jusqu'à la fin. Donc c'est une affaire qui a été connue à la fin par 13 magistrats. Cette affaire a donné lieu à 118 audiences. Et nous avons passé 224 heures aux différentes audiences pour épiloguer et débattre de cette affaire. Et à la fin, 2 personnes sont décédées dans l'équipe de défense de la SOCAPAN. Et c'est l'occasion pour moi de rendre un hommage appuyé à mon confrère ami Maître André-Marie Orono, qui a été constitué à nos côtés dès le début de cette affaire en 2016 et qui malheureusement en cours de procédure, notamment en mai 2020, a passé l'arme à gauche, nous abandonnant au combat judiciaire. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre un hommage à M. Mengue Mendouga Joseph, alors secrétaire général de la SOCAPAN, qui a emboîté le pas à Maître Orono un mois plus tard, notamment en juin 2020. Toute la documentation pour faciliter notre travail pour mieux assurer la défense des intérêts de SOCAPAN. Je voudrais dire que de là où il se trouve, qu'il sache que par la suite nous avons tenu bon en 2022 une belle victoire judiciaire qui constitue pour nous le plus bel hommage que nous pouvions leur rendre. Ainsi donc, le 1er septembre 2022, le tribunal de première instance de Douala-Bolandjo, statuant en matière correctionnelle, a rendu sa décision. Je voudrais vous donner lecture de façon exhaustive du dispositif de cette décision, c'est-à-dire les conclusions. Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière correctionnelle, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, à l'unanimité de la formation collégiale,
rejette comme non fondées les exceptions d'incompétence, rationnelle aussi, de nullité de la situation directe et de prescription de l'action publique excitée par les conseils des prévenus et de la société France Télévisions. Déclare Madame Delphine Nicole Daniel Kunsi, Tristan Nicolas Wallet, coupable des faits de diffamation par voie de communication audiovisuelle, et Nicolas François Poincaré, coupable de complicité de diffamation par voie de communication audiovisuelle, des articles 74, 97, 152, 305 du Code pénal, 74 alinéa 1 et 75 de la loi numéro 90 052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale. Condamne chacun à 500 000 francs d'amende et aux dépenses liquidées à la somme de 5 14 200 francs CFA à raison de 1 671 400 francs chacun. Décerne un mandat d'incarcération contre chacun pour le recouvrement de la somme de 2 171 400 francs CFA. Fixe la durée de la contrainte par corps à 2 ans au cas où il y aurait lieu de l'exercer contre Delphine L. Kunsi, Tristan Nicolas Wallet, digne avoir lieu à contrainte par corps à l'égard de Nicolas Poincaré, âgé de plus de 60 ans. Reçoit la SOCAPAN en sa constitution de partie civile, y faisant droit en partie, condamne Delphine Nicole Daniel Kunsi, Tristan Nicolas Wallet et Nicolas Poincaré à lui payer de manière solidaire la somme de 100 millions de francs CFA comme dommage et intérêts ventilés ainsi qu'il suit. Préjudice matériel 80 millions, frais de procédure et honoraires 20 millions. Début de la SOCAPAN du service de sa demande de intérêts comme non fondé. Déclare la société France Télévisions civilement responsable des condamnations pécuniaires ainsi prononcées, ordonne la destruction des supports objet de ces faits de diffamation par voie de presse dans les conditions de l'article 52 de la loi numéro 90/052 évoqué. Ordonne en outre le remboursement de la partie civile de la consignation par le greffier en chef du séant. Donc voilà dans son exhaustivité le dispositif de la décision qui a été rendue le 1er septembre 2022, qui nous a maintenu sa confiance tout au long de la procédure. Je vous ai dit tout à l'heure 5 ans et 7 mois. Pour une procédure qui doit durer 15 ans, cette affaire est toute la décision qui a été rendue. Le propos que j'ai tenu à vous délivrer. Je vous remercie pour votre attention. Ma communication sera certainement complétée par l'Évadé Charles Tunga. Clément Nacon pour cette précision sur cette affaire qui vient donc de s'achever. Et comme vous le savez, il y a certainement beaucoup de questions en rapport avec ce sujet. Et les questions sont d'autant plus importantes que cela concerne, comme l'a dit M. Lacon, des confrères. Ce n'est pas tous les jours qu'une entreprise, une société gagne un procès contre des journalistes. Et surtout lorsqu'il s'agit des journalistes qui sont présentés dans certains milieux comme étant des modèles en termes de professionnalisme. Je n'en dirai pas plus. Eh bien, je ne sais pas s'il va tenir vraiment la parole maintenant ou bien à la fin de la série. D'accord. Donc, nous allons écouter le bâtonnier mérite, le bâtonnier Charles Tungan, qui a donc conduit de bout en bout, n'est-ce pas, cette procédure pour quelques éclaircissements. Et juste après, nous allons donc ouvrir la séance de questions-réponses. Cher ami, pour cette introduction, je voudrais remercier et féliciter mon associé M. Lacon pour ce propos ordinaire et vous souhaiter à mon tour une chaleureuse bienvenue dans cette salle. Vous verrez que
c'est l'expression de la considération que nous nous portons. Beaucoup d'entre vous et nous avons fait chemin ensemble pour construire dans ce pays la liberté de la presse, pour défendre la liberté d'expression, pour défendre le droit de chaque citoyen d'être complètement informé de ce qui se passe autour de nous et ailleurs. Cette affaire est symptomatique de la difficulté qu'il y a entre informer et désinformer. Nous avons ici une casuistique qui nous permet de voir comment des acteurs de la communication dans le monde peuvent instrumentaliser des événements pour, dans le cadre d'un combat contre un industriel. Nous n'avons rien contre M. Bolloré. Nous ne sommes pas dans un combat, ni pour ni contre M. Bolloré. Mais nous ne sommes pas M. Bolloré. La Socapam est une société camerounaise, citoyenne, qui est la seule, je l'indique avec beaucoup de force, société dont la privatisation a été réussie dans notre pays. Si vous prenez l'ensemble des sociétés de développement qui furent créées à l'orée de nos indépendances, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de privé camerounais capable d'investir dans les secteurs industriels. L'État du Cameroun avait pris sur lui de faire ce qu'on avait appelé à l'époque le capitalisme d'État, pour développer des secteurs, dans le secteur agricole, dans les secteurs de l'énergie, et dans d'autres secteurs. On a créé plein de sociétés de développement. On avait créé plein de banques pour faire démarrer, n'est-ce pas, l'économie camerounaise. Et l'État en était, à l'époque, l'unique actionnaire. Et vous avez vu, après les années 85, 86, 87, 88, la politique économique mondiale et nationale a changé. Beaucoup de sociétés, la plupart des sociétés de développement ont été privatisées. Je ne vais pas en citer, il y en avait une kyrielle, une trentaine. Et dans le cadre de cette privatisation, on comptait effectivement la Socapam. Et la Socapam, toutes les sociétés qui ont été privatisées, et je voulais attirer votre attention sur cette question-là, notamment pour les journalistes qui actent dans le domaine économique, que la plupart des sociétés, on va dire 98%, ont échoué. La crise bancaire des années 90 a démontré que toutes ces privatisations ont donné lieu, n'est-ce pas, au transfert, n'est-ce pas, des activités de ces sociétés vers le secteur privé, mais toutes ces banques qui avaient été transférées au secteur privé ont fait faillite. Dans le société de développement, la plupart de ces sociétés aujourd'hui battent l'aile. La CDI, toutes ces grandes sociétés, n'est-ce pas, qui dans le bois, qui dans le riz, qui dans n'est-ce pas, le blé, etc., ont fait faillite. Des grands projets agricoles de Gonja. Des grands projets dans le secteur sucrier qui ont fait l'objet d'une privatisation réussie. Comment? Parce qu'effectivement, dans le processus de privatisation à Socapam, il n'y a pas eu ce qu'on voit souvent chez nous, employer un terme connu, le choco. C'est-à-dire, en fait, on a restitué la société aux nationaux. Car c'est une société qui est cotée en bourse. Ce qui m'a frappé dans ce dossier, lorsque nous avons, Maître et moi, fait la descente sur le terrain, c'est de voir qu'en fait, certains employés de la Socapam étaient actionnaires de la Socapam. Il y avait des gens qui avaient 3 ou 4 actions. Je me souviens de cette dame dont le fils était suivait ses études à l'étranger, et donc les fonds qu'elle transférait à son fils pour suivre ses études à l'étranger, c'était les dividendes qu'elle recevait, n'est-ce pas, de la Socapam. En réalité, quand on vous dit qu'une société marche, ce n'est pas simplement de voir des plaquettes, ce n'est pas simplement de voir des gens qui se revendiquent dirigeants de la société, mais surtout de voir comment, dans le bilan, les transferts de richesse se font, la société qui produit la richesse vers ses actionnaires. Vous le noterez, et d'ailleurs le dossier presse que nous allons communiquer tout à l'heure, vous verrez, n'est-ce pas, non seulement la contribution de la Socapam, n'est-ce pas, aux finances publiques, parce que tous les ans, la Socapam donne beaucoup d'argent à l'État du Cameroun. Et vous verrez également sa contribution à l'enrichissement de ses actionnaires, ses associés. Et vous pouvez voir également que cette société qui est cotée en bourse, tous les ans, c'est rare chez nous, publie, n'est-ce pas, ses bilans
Et c'est revenu. Je suis fier de dire qu'aujourd'hui, cette société, aujourd'hui, c'est une des sociétés, une des rares sociétés, c'est dans le pays, qui dans le pays, fait beaucoup de bénéfices. Donc, quel était l'objet du conflit? Il se trouve qu'un industriel français du nom de Bolloré, dans le cadre de cette adhésion de son portefeuille financier, a accédé, n'est-ce pas, de manière très minoritaire au capital d'une des sociétés mères de sa filiale camerounaise qui s'appelle Socapal, qui a été désignée par l'Assemblée générale nationale en transparence, n'est-ce pas, la plus totale. Entretient le stade de beaucoup de clubs qui jouent, n'est-ce pas, en division élite. Si on exclut les infrastructures récemment mises à disposition de l'Afrique par le gouvernement de la terrible que nous avons entendu dans son reportage, et j'ai vu tout à l'heure quelques-uns d'entre vous soulever ce cap, c'est qu'il est affirmé dans ce reportage que la Socapam, n'est-ce pas, esclavagise ses employés et les recrute dans le groupe anglophone, il a dit anglophone, la minorité anglophone qui est la plus pauvre du Cameroun. Quelle insulte! Quelle insulte! Sa Majesté dirige un des médias les plus respectés de ce pays, qui est propriétaire de STV. Bon, si on veut clarifier le pauvre, moi je veux bien être pauvre comme lui. Je ne veux pas étendre mon développement sur cette question. Je pense que cette affaire est au cœur de la relation qui est entre le Nord et le Sud. C'est le directeur général Martin qui disait l'information, ce sont les voies multiples. Mais ces voies multiples sont les voies multiples d'un seul monde. Parce qu'en réalité, on se rend compte effectivement, on ne peut pas caporaliser l'information. Parce que chacun voit ce qu'il voit, il décrit ce qu'il voit. Le regard de l'information vue du Nord et le regard de l'information vue du Sud ne sont pas les mêmes. Je voudrais à cet égard simplement évoquer cette affaire pour dire, depuis que cette décision a été rendue, et je vous prends à témoin, tous les grands médias du Nord ont fait le mort. Si RFI en a parlé, parce que RFI en a parlé, c'est compte tenu de nos relations. Les relations que mon père média entretient avec ce média dont nous sommes les conseils. Mais en dehors de ce que RFI a fait, on n'a pas vu ce déploiement développer, cette razzia qui a été déployée lorsque Poincaré a diffusé son reportage. Je note que, même dans le cadre de ce reportage, on lui a même décerné un prix, en indiquant que c'était un reportage extraordinaire, etc. On voit aujourd'hui que nous en sommes tellement, n'est-ce pas, éloignés. Poursuivi, c'était non seulement d'affaiblir l'industriel de temps qui n'est pas notre client dans cette affaire, même si nous l'avons défendu par ailleurs, mais le but poursuivi, c'était de faire tomber une entreprise camerounaise qui fait des bénéfices, qui fonctionne aux normes internationales et qui fait la fierté, n'est-ce pas, de notre pays. Je pense que dans un monde qui devient de plus en plus compliqué sur les questions politico-économiques, il est bon que nous nous rassemblions, que nous défendions également les fleurons de notre industrie. Voilà les quelques propos que je voulais ajouter, n'est-ce pas, à l'introduction liminaire de mon instant confrère et associé, maître nous sommes, monsieur le modérateur, je vous remercie la parole. Je pense avoir été un peu long. Je voulais m'en excuser auprès des uns et des autres. Et je voulais dire deux mots pour conclure. C'est que cette technique que nous avons à communiquer, c'est aussi le respect que nous vous devons. Vous savez, dans ce pays, on vous appelle dans le monde le quatrième pouvoir, dans le cadre de la communication, n'est-ce pas, des informations. On a comme le sentiment qu'on vous appelle souvent seulement pour vous dire, bon, nous avons des choses à vous dire, et puis voilà. Nous avons pensé qu'il fallait que nous vous mettions dans les conditions idoines pour recevoir cette information. Nous vous recevons dans un cadre qui est peut-être un peu feutré, mais c'est un cadre digne de l'image et du délai que nous faisons d'une presse libre
et engagé dans un état de droit. Je dis, merci. Aux frères qui sont arrivés il y a quelques minutes seulement, eh bien, ce point de presse a été organisé par la SCP Tchunga Inakon, avocat conseil de la société camerounaise de Palmeraie, dans ce cadre de l'hôtel Sawa ici à Douala, pour rendre compte de l'épilogue dans l'affaire Soka Palm contre France Télévisions. Maintenant, comme l'indiquait tout à l'heure, eh bien, il y a un reportage qui a été diffusé sur France 2 pour la première fois le 7 avril 2016. Et à la suite donc, de la diffusion de ce reportage, Soka Palm a estimé qu'il contenait un ensemble d'affirmations diffamatoires sans fondement à son endroit, lesquelles portent gravement atteinte à son honneur et à sa réputation, et même qu'à son image de marque. C'est la raison pour laquelle ce procès donc, a été engagé. La première audience a eu lieu devant le tribunal de première instance de Douala-Bounadjok, statuant donc en matière de citation directe. C'était le 4 février 2017. Donc après 5 ans et 7 mois de procédure, eh bien, la décision a été prise, c'était le 1er septembre 2022. Et vous l'avez appris à travers quelques statistiques données par Maître Nakon. C'est une affaire qui a donné lieu à 118 audiences, 224 heures passées aux différentes audiences pour épiloguer et débattre de cette affaire. Et aujourd'hui, donc, la décision est connue. Eh bien, la Soka Palm, en tout cas, la Société France Télévisions, a été déclarée civilement responsable des condamnations civiles prononcées. Et on a donc ordonné la destruction des supports objets de ces faits de diffamation par voie de presse. Alors donc, on va passer à l'avant-dernière articulation de cet échange, avec bien évidemment une série de questions-réponses. Et bien évidemment, après cette série de questions-réponses, d'être précis, vous indiquez votre nom, votre prénom, le média à qui vous emploie et vous posez de façon précise et concise, j'ai failli dire laconique, votre question pour permettre que cela soit assez clair pour ceux qui doivent répondre. Bonjour. Gaël Moudjomedi, CRTV. Moi j'ai plusieurs préoccupations et je suis très embêtée par les précisions de Duval. Je commence par la fin. Quand j'ai écouté, je vous remercie de nous avoir donné autant de détails, de nous avoir éclairé autant sur une affaire qui nous concerne parce qu'elle se déroule chez nous. Merci pour la marque de respect, Maître Nakon, Maître Tchunga. Mais Maître Tchunga a terminé son propos en laissant entendre quelque chose. Je voudrais que ce soit clair, s'il vous plaît. Est-ce que faire un reportage sur Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien, c'est attaquer la Soka Palm? Je voudrais avoir cette précision-là. Première question. Deuxième question, qu'est-ce que vous dites dans le reportage? On voit que l'OCDE avait déjà condamné l'entreprise en question sur les questions environnementales, sur la question des droits de l'homme et sur le traitement sécuritaire et sanitaire des employés. Qu'est-ce que vous dites à ce propos? Et puis nous qui vivons ici, on a quand même, pour ceux qui se sont intéressés à la question, quelques malaises dès que ça concerne les grandes plantations du côté du Mungo, avec le traitement des employés dans ces grandes plantations. Est-ce que vous nous dites qu'à la Soka Palm, où ce reportage a été tourné, il n'y a rien de tout ce qu'on a dit là qui est vrai, c'est-à-dire que les employés sont très très bien traités et on leur livre du matériel pour travailler, des gants et tout le bazar, et qu'ils n'ont aucun problème. Voilà. C'est les justifications que vous avez eues pour qu'une procédure partie pour durer 1 mois dure 5 ans et 7 mois. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Merci. Merci à Sécurité, je travaille pour Florent Bill. Monsieur le Bagnier. Oui, c'est pour compléter dans le même sens que ma consoeur de la CRTV. Dans le reportage de France Télévisions, moi je l'ai écouté à plusieurs reprises,
La personne visée ici, c'est Vincent Bolloré, à travers Socapa. Monsieur le bâtonnier, je voudrais que vous nous donniez des précisions pour qu'on sorte d'ici en faisant les papiers pour ne pas confondre les PDL. C'est-à-dire que l'entreprise, il y a une entreprise qui est ciblée à travers un homme d'affaires. Et justement, pour nous qui avons suivi les affaires de privatisation de Socapa, dans l'univers camerounais, les gens se disent toujours que c'est Vincent Bolloré qui est le propriétaire de Socapa. Je voudrais avoir il faut des précisions là-dessus. Et je pense que nos confrères se sont plantés justement à cause de ça. La deuxième chose que je voudrais avoir comme précision, est-ce que dans le reportage, parce que quand vous suivez le reportage de France Télévisions, quelque part on parle de sous-traitance. C'est-à-dire que des gens à qui on a donné la parole disent eux-mêmes que nous travaillons pour une sous-traitance engagée par Bolloré. Et lorsque vous voyez dans le même reportage, quand on interpelle Vincent Bolloré à l'occasion d'une manifestation sur Paris, des gens disent, on ne sait pas si vous êtes au courant que des gens avec qui vous travaillez ou alors vous êtes en relation contractuelle utilisent des Camerounais comme des esclaves. Je crois que la question de la CRT et celle du Forum Libre vont dans le même sens. Dans le même sens. Il faut être extrêmement clair. Les rapports entre Bolloré et Socapa. Bolloré n'est pas à la Socapa. En termes de contrôle, vous savez, le pouvoir dans une société peut se manifester de plusieurs façons. Il y a de l'actionnariat, d'abord, la configuration de l'actionnariat de Bolloré, de Socapa, n'intègre pas directement Bolloré. Il y a ce qu'on appelle le contrôle par l'argent. On peut avoir une influence dans une société sans être même actionnaire. Bolloré a des participations dans une société qui appartient à la maison mère de la Socapa. Participation minoritaire dans cette maison mère qui est pour le Luxembourg. Mais ici au Cameroun, inconnue au bataille. Donc, cette idée développée par cette presse-là, je ne veux pas qualifier, aurait pu être réglée si les journalistes avaient fait leur travail. Vous allez au registre de commerce de Paris, vous demandez le cabis. Ou ici, au registre de commerce immobilier, au greffe du tribunal de première instance douane, vous demandez, n'est-ce pas, le registre de commerce de la Socapa. Vous regardez la configuration, vous n'y voulez pas, monsieur Bolloré. Mais comme dans l'imaginaire populaire, au nom de la France-Afrique, on considère que Bolloré est l'ami de tous nos chefs d'État et qu'il est propriétaire de tout et de rien. Les journalistes occidentaux font vite, rapidement l'amalgame. Ah oui, ils contrôlent les chemins de fer à Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun. Donc, Socapa fait partie de son escarcelle. Ce qui est faux. Ce n'est pas après la procédure que nous engageons dans le cadre de ce contentieux. Nous avons engagé une procédure comme celui-là contre Mediapart sur Paris, avec la 17e chambre correctionnelle de Paris, où il a été acté de ce que ces informations étaient fausses. Donc il faut que les cours sachiez, faisons attention à l'image que nous renvoyons. Ça me renvoie un peu à cette image qui rentre aujourd'hui, ce débat complètement abscon qui est aujourd'hui entre Yannick Noir et éclairer un espace qui n'a rien à voir avec l'individu. Donc ce point de vue est extrêmement clair. Votre confrère de France 2, s'il avait fait son travail correctement, il aurait pu savoir qu'il n'y a rien entre Bolloré et la Socapa en termes de relations juridiques
sur la configuration du capital de Socapal. Deuxièmement, il aurait pu. Il était au Méridien, hein, parce que nous avons fait des enquêtes, on sait qu'il était logé au Méridien. Socapal est à moins de 500 mètres. La direction générale de Socapal est à moins de 500 mètres. Il aurait pu interroger tout simplement dans le cadre d'une enquête contradictoire. Il aurait pu donner le micro à la Socapal pour dire qu'est-ce que vous en pensez. D'abord, il aurait découvert que le directeur général de Socapal, il n'est même pas français. Il a préféré aller à une réunion de Bolloré à la Défense, là, et lui interroger. Est-ce que vous êtes au courant de quoi? Que vos entreprises au Cameroun font ceci. Mais évidemment, Bolloré dit, mais je n'étais pas au courant. Effectivement, il n'était pas au courant. Pourquoi voulez-vous qu'il soit au courant? La direction générale de Socapal ne rend pas compte à Bolloré. Donc tout est parti de ce que nous appelons souvent dans le point. Je vous ai tellement défendu que je sais un peu comment ça fonctionne. C'est une enquête à charge. C'est du journalisme, on appelle le mercenariat journalistique. C'est-à-dire qu'ils sont partis de Paris en se disant il faut que je trouve des éléments pour nourrir mon idée première. Socapal m'appartient à Bolloré, il faut que j'enquête pour prouver cela. Pourquoi on est parti d'un postulat pour établir la vérité? On parle des faits pour faire le commentaire. Lui, il est parti de son commentaire pour créer les faits. Donc, de ce point de vue, il faut que je sois extrêmement précis. Il n'y a pas une relation, n'est-ce pas, directe entre Bolloré et la Socapal. Le seul problème, c'est quoi? C'est que Bolloré dit beaucoup de choses, lui aussi. Il est content quand on dit qu'il est le roi de l'Afrique. C'est son choix. Attaquez-le sur ça. Vous ne venez pas choisir une structure juridique dans laquelle il n'est pas, dans laquelle il désigne personne. Si le directeur général de la Socapal n'est pas désigné par Bolloré, ne fait pas partie du groupe Bolloré pour induire des informations fausses. Ça, c'est la première section que je vais faire pour chapeauter l'idée que l'amalgame qui est fait entre Bolloré et Socapal, elle est fausse. Alors, il y a des procédures de vérification du respect des règles environnementales qui peuvent être engagées auprès des multinationales, ou notamment désigner un point focal pour faire les enquêtes, pour faire une sorte de vérification. Même chose, vous comprenez? C'est la même chose. Vous savez, quand vous avez... moi, je suis cette affaire depuis des années, pour le compte de mes clients. Quand vous avez une presse, quand vous allez en France, vous parlez de Bolloré et l'Afrique. Bolloré est le gendarme france-africain, France-Afrique, vu du point de vue de la presse française. Donc tout ce qui touche Bolloré, les médias, même mon ami Edith Pewet est tombé dans le panneau. Je vous dis que j'ai obtenu sa reconnaissance en diffamation devant la secrétaire chambre de Paris, dans le cadre de ces affirmations. Vous allez déclencher des procédures de vérification auprès de l'OCDE. Les ONG font ça. Et la procédure est ouverte. Et après, dans le cas du point focal, on vous dit droit de l'homme, on n'a pas respecté telle chose. Environnemental, on n'a pas respecté telle chose. Accaparement, accaparement des terres. Parce que dans le cadre de cette procédure-là, que ces éléments apparaissent. Mais la société Socapal n'est propriété de rien au Cameroun. La société Socapal est concessionnaire. Les terres appartiennent à l'État. Les conventions de concession ont été signées entre la Socapal et l'État du Cameroun. Et la Socapal, il y a des redevances importantes que la Socapal paye tous les ans à l'État pour l'exploitation de ces terres-là. Donc s'il y a des populations qui ont des problèmes sur l'accaparement des terres, c'est avec l'État du Cameroun. Nous avons eu ce procès à Paris. Je me souviens toujours la présidente du tribunal qui... Attendez, je dis, mais madame, nous ne sommes pas propriétaires des terres que nous exploitons. Nous sommes concessionnaires, voici les titres, voici les conventions. Et la dame nous de regarder, mais est-ce que vous êtes au courant de ça? Je vois mes confrères qui me disent effectivement, il y a un problème, ils sont capables, vous verrez dans le dossier, j'espère qu'on vous l'a distribué, ils sont capables à ses employés qu'elles payent directement. Ce sont des employés de Socapal. Qu'elles payent directement, quels salariés et payent directement
dans le cadre de ces exploitations. Mais comme Socapam est une structure fêtière qui a la capacité financière et la capacité technologique d'exploitation de ce matériau primaire, vous avez des gens qui sont organisés, c'est-à-dire des Camerounais. Quand on fait la route, voilà Yaoundé. Vous voyez les petits exploitants qui produisent l'huile de palme et les vendent dans les petits bidons de 5 litres là. Ce sont les Camerounais qui ont leur palmarès, qui font tourner. Vous en avez qui produisent donc de la noix. Au lieu de faire ces exploitations, entre guillemets, traditionnelles, au bord des routes, préfèrent vendre leur noix à la Socapam. Et la Socapam les rachète et les transforme. Mais ces gens-là ne sont pas partis à la Socapam. Le reportage que vous avez vu, c'est un monsieur qui a sa palmeraie avec sa famille. Il expose sa palmeraie avec sa famille. C'est-à-dire le petit bonhomme parce qu'on a fait des enquêtes, c'est son fils. Ils produisent les palmeraie et disent à Socapam, nous avons tant de tonnes de noix à vous vendre. Eh bien, ils vendent. C'est pour ça que vous avez vu l'enjeu que vous avez vu là. Cet enjeu appartient à la Socapam. La Socapam achète la production d'un indépendant. Il envoie ces camions portés de l'espace qu'il a acheté. C'est comme les vendeurs de sable dans le fleuve. Si vous achetez 2-3 tonnes, vous avez un camion, vous envoyez le camion. Et vous avez également maintenant, après les indépendants, vous avez les sous-traitants. C'est-à-dire des gens qui ont, par convention, décidé que toutes leurs productions seront vendues à la Socapam. Convention décidée. Il y a des conditions strictes d'employabilité dans ces conventions, dans le cadre de l'exploitation. D'ailleurs, Socapam fournit à ses sous-traitants un certain nombre d'instruments pour s'assurer de la qualité de la production que le sous-traitant, n'est-ce pas, versera, n'est-ce pas, à la société. Je voudrais quand même commencer par une observation rapidement. Une observation qui s'adresse à Bassini, Charles Tchouka. Je note que c'est comme s'il y a un passager manquant au niveau du panel. Par exemple, un responsable de Socapam. Quand je l'ai dit, je voudrais revenir à la problématique de la journée. Mettre au pluriel, Tchouga et... Ouais. En 2019, je pense, TPC Monde avait exactement un papier de même nature concernant les conditions de travail des ouvriers dans les plantations Socapam. Je crois que c'était du côté de Dibombari. Je ne sais pas si ce documentaire-là vous est passé inaperçu. Et ce documentaire posait la même problématique, à savoir les conditions du travail, c'est-à-dire l'absence des pays, équipements de protection individuelle, et le salaire à la tâche. Deuxième point que je veux évoquer, c'est une question bien sûr. Deuxième point que je veux évoquer, j'ai vu avec 2 papiers, respectivement en Bongo en 2009 et du côté de Mbambou, je pense que c'était en 2012. En Bongo, il y a une mort d'homme. Tout à l'heure, vous avez convoqué le code éthique. Peut-être que ce code éthique peut absoudre Socapam de certaines responsabilités, peut-être civiles, n'est-ce pas quoi, parce que son épouse avait besoin de lui faire de la popote. Elle allait pour ramasser les noix qui tombaient. Ce sont les employés, les vigiles d'Africa Security qui assurent la sécurité de ce côté-là, qui ont assassiné son mari qui était un ouvrier de Socapam. J'ai fait ce papier-là et après c'est retrouvé au tribunal militaire. C'est allé en petit profit. Donc je pense qu'il faut quand même insister sur peut-être que du point de vue du code éthique, peut-être que Socapam n'a pas un comité de suivi justement en ce qui concerne l'application de ce code éthique. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect environnemental, je pense que c'était à la CIATV, il y a un peu plus de 2 mois. Albert, j'attends la question. Donc, il y a la CIATV qui a fait un papier documentaire du côté de la Quinqué, où les populations justement se plaignent du problème que vous avez tout à l'heure évacué, c'est-à-dire l'expropriation ou bien l'accaparement des terres avec incidence environnementale. Donc, il ne s'agit pas des questions et des points qu'il faut évacuer. Merci. Maintenant, à vous entendre et à l'analyse de ce documentaire,
nous réalisons qu'effectivement, il a été fait à charge. Et à charge pour démolir Bolloré, la Socapam n'étant qu'une victime collatérale. Alors moi, je vais poser deux questions simples. La première, après la décision, la toute récente décision rendue par le TGI, est-ce que la télévision française a interjeté appel? Peut-on penser que la procédure est finie? Et savez-vous si M. Bolloré, qui en réalité est la cible principale de ce documentaire, a esté aussi en justice? Merci. Hervé Viran, j'ai la nouvelle expression. Je voudrais juste savoir, la décision a été rendue, et vous, en tant qu'avocat de Socapam, on pourrait être heureux justement du dénouement. Je voulais savoir, quelles sont les contraintes juridiques, compte tenu du fait que la décision a été rendue par une juridiction camerounaise? Est-ce que France 2 et ses journalistes peuvent être contraints de payer toutes les amendes décidées par la justice camerounaise? Comment cela va se faire? Merci. J'ai été devancé par Camille. Je voulais justement savoir si le verdict du 1er septembre est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Si vous avez eu un écho, n'est-ce pas, de la partie adverse, ceux qu'on a condamnés, est-ce qu'ils ont interjeté après? Bon, passer cette question, je voudrais appuyer là où vous avez avancé tout à l'heure, que vous êtes en mesure d'organiser un voyage dans les plantations pour que les déclarations que vous faites aujourd'hui soient confrontées à la dure réalité. Je voudrais vous suggérer d'organiser ça le plus tôt possible, parce que c'est bien beau de ventiler l'information judiciaire que vous avez bien voulu nous mettre à notre disposition, mais il faudrait également que nous soyons en mesure de toucher du doigt certaines réalités. Donc finalement, je n'ai plus de questions. 10 minutes. Non, enfin 8, puisque les deux autres vont servir à la conclusion. Sur les conditions de travail des employés de la Socapam et la question de l'accaparement des terres et la destruction de l'environnement. Oui, mais je voulais commencer par la toute première question, s'agissant du fait que TV5 aurait refusé cette information. Il ne vous a pas échappé que TV5 fait partie d'un groupe, France Média Monde. Ça ne vous a pas échappé. Suivez mon regard, je ne vais pas rentrer en détail. Donc, en fait, ils sont dans la même maison, ce sont les chambres qui vous comprenez. Donc, notre but, ce n'était pas de poursuivre tout le monde. Dans le cas d'une stratégie judiciaire non choisie, nous avons choisi l'organe qui a produit le reportage, qui l'a diffusé, qui l'a rediffusé, et pas les autres qui ont repris l'information. Parce que les problématiques sont exactement les mêmes. Ce n'est pas parce qu'on répète un crime que la nature du crime change. Donc pour nous, c'est la même chose. C'est pour ça que nous sommes satisfaits par cette décision qui ordonne la destruction de tous les supports, n'est-ce pas, qui ont relayé cette information. Alors pour revenir sur les conditions de travail, vraiment, je vous ai dit que la Socapam est une société qui a ses employés contractualisés, tous assurés à la CRPS, tous protégés par un système d'abord primaire de soins. C'est-à-dire que la première prise en charge est faite à l'intérieur de la Socapam. Lorsque la pathologie apparaît comme un peu difficile, qui a transfert dans les centres hospitaliers. Alors vous voyez parler de salaire à la tâche. C'est le cœur également du reportage. Socapam ne paye pas les gens à la tâche. Tous les employés de Socapam ont un bulletin de paie. Tous les employés de Socapam ont un bulletin de paie. Donc il n'y a aucun ouvrier qui soit payé à la tâche. Ce sont des gens soit qui travaillent, soit pour des sous-traitants, soit pour des indépendants. Vous savez, quand vous travaillez avec votre épouse, vos enfants, vos amis, évidemment, quand vous défrichez votre champ au village, vous demandez aux voisins de venir vous aider. Parmi les voisins, il y a des enfants qui ont 5 ans. Vous avez des enfants qui ont 7 ans, etc. Bon, quand si un journaliste vient fumer pour dire que bon, comme votre maison se trouve dans tel village, et que dans le village, il y a peut-être M. Photo Victor, donc M. Photo Victor fait travailler les gens à la tâche.
Il y a eu un amalgame dès le départ. Si ces journalistes avaient pris de... Je m'excuse, mais c'est censé, les faits sont sacrés. Le commentaire est peut-être libre. Mais il faut que nous nous mettions d'accord. Qu'est-ce qu'on a constaté qu'on fait? Quand vous me dites que la Socapam paie les gens à la tâche, il faut le prouver. Aucun employé de la Socapam n'est payé à la tâche. Aucun. Donc je voulais évacuer cette question parce que c'est ça qui provoque l'esclavage, le terme d'esclavage, on est comme les esclaves, etc. Non, Socapam ne salarie personne à la tâche. Il n'y a aucun journalier à la Socapam. Je crois que sur la question de l'accaparement des terres et la destruction de l'environnement, vous en avez parlé dans... Non, je veux dire sur l'incident de Congo. Je crois qu'il y a là également quelque chose qui est un peu... vous dites en même temps que c'est un employé de la Socapam qui a été assassiné par les vigiles. Vraiment, cet incident, ce n'est pas un incident Socapam. Vous voyez, c'est très facile de partir d'un fait et de broder autour. Cet incident ne concerne pas la Socapam. Ça me concerne aucunement. Parce que je connais cette affaire. Je connais cette affaire. Là, vous avez vu la suite qui a été donnée à cette affaire. C'est très douloureux pour les non-lieux. Oui, c'est trop douloureux pour la victime pour que je m'étale sur les circonstances qui ont... ça ne concerne pas la Socapam. Donc je ne vais pas développer des choses qui pourraient donner lieu à polémique. Mais il y a le mot d'homme, c'est exact. Mais ça ne concerne aucunement la Socapam, ni ses mandats. Donc vraiment, il faut éviter ces amalgames. Ce qui s'est passé à Kribi, sur la Kenya. L'incident de la Kenya était à proximité du fleuve. La Kenya, c'est le fleuve, n'est-ce pas, qui se déverse dans la mer à Kribi. Donc, sur l'accaparement des terres, ça ne nous concerne pas. Je vous dis que le statut de Socapam par rapport aux terres, c'est un statut institutionnel. C'est dans le cas de la privatisation de l'entreprise que l'État a transféré par la propriété l'exploitation d'un certain nombre de terres sous la base d'une concession. Une concession, c'est, vous savez, le droit de propriété, c'est quoi? C'est l'usus, le fictus et l'abusus. Donc on a transféré l'exploitation de ces terres. La nue propriété n'a jamais été transférée. On a transféré l'usage et l'exploitation de ces terres-là à la Socapam. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui Socapam décidait de quitter le Cameroun, ces terres reviennent à l'État du Cameroun. Il appartient au Cameroun d'en faire ses critères. Et je vous faire noter que la prise de propriété de ces espaces, ça s'est fait soit idiot. On pourrait vous écouter toute la journée, en dehors de ce sujet sur la Socapam, sur d'autres sujets d'actualité, mais compte tenu de ce que ce n'est pas la raison principale pour laquelle nous sommes là, et surtout vous n'avez pas été très présent à l'Évidence ces jours-ci. On aurait souhaité vous écouter davantage pour... Très volontaire. Je le traite depuis toute l'année pour essayer de voir parce que ça parle dans tous les sens. Merci, Maître Nacon Clément, pour toutes ces explications. Merci à vous, mesdames, messieurs, chers collègues, d'être venus. Merci pour le temps que vous avez pris pour participer à cet échange. Dans quelques secondes, nous allons prendre on va faire quelques interviews pour donner quelques précisions. La durée de la procédure sont d'abord les incidents de procédure. Les incidents de procédure, ce sont les différentes exceptions, les fins de non-recevoir que les avocats soulèvent en début de procédure parce que le droit c'est la forme avant le fond. Donc on essaie de régler les questions de forme avant d'aller au fond. Donc ce sont ces questions qui ont d'abord été réglées. Par la suite, comme je l'indiquais pendant le point de presse, nous avons connu des changements de collégialité. Et qui dit changement de collégialité dit nouveau juge. Et qui dit nouveau juge dit reprise du procès à zéro. Donc à chaque moment, il a fallu reprendre les faits, reprendre l'audition des témoins, examiner de nouveau les pièces, autant pour moi,
pour finalement pouvoir parvenir à la décision qui a été rendue. On représente, surtout pour la SOCAPAM dont nous portons la parole aujourd'hui, c'est une grande fierté parce que c'est un honneur bafoué qui a été rétabli. Parce que, voyez-vous, à travers plusieurs affirmations diffamatoires, la SOCAPAM en a souffert dans sa chair, son honneur a pris un coup, sa respectabilité, son image de marque en ont souffert pendant 5 ans et 7 mois. Donc, voyez-vous, cette décision qui arrive, c'est comme un véritable bol d'air parce que cette campagne de communication participe de cette fierté parce que comme ce reportage est diffusé partout dans le monde et qui est encore présent sur YouTube, SOCAPAM tente ainsi de renverser un peu la vapeur en faisant savoir à l'opinion publique nationale et internationale que ce reportage était du bidonnage. Posé également parce que je ne suis pas journaliste, certes, mais je suis un homme qui se cultive. Je sais que le journaliste a sa manière de travailler, a sa manière d'investiguer, a sa manière de faire contredire les sources. Donc si le monde du monde, ces journalistes avaient fait des recoupements comme il se faut, aller vers SOCAPAM, interviewer, chercher à avoir la décision, la bonne information, il l'aurait eu. Donc voilà pourquoi ce reportage à charge. C'était le procès de Bolloré. Même dans le reportage, vous voyez partout on te dit Bolloré, Bolloré, Bolloré. Alors qu'il s'agit de SOCAPAM. SOCAPAM, dans l'actionnariat de laquelle Bolloré n'intervient pas. Dans le contrôle de la société, Bolloré n'intervient pas. Donc moi je pense humblement que ce reportage à charge était le procès de Bolloré qu'on a essayé de mener contre SOCAPAM. Donc SOCAPAM a apparu comme un véritable dégât collatéral. Et c'est possible d'interjeter appel parce que le code de procédure pénale a prévu qu'après une telle décision, et ça figure même dans la décision, les parties ont 10 jours à compter du prononcé pour interjeter appel. Donc, autant les prévenus, France Télévisions et ces journalistes ont la possibilité d'interjeter appel, autant SOCAPAM a la possibilité d'interjeter appel. Parce qu'il ne faut pas que ça vous échappe que c'est tellement peut-être le montant de moins intérêt. Elle n'a pas plu à SOCAPAM. Donc, je préfère que qui vivra verra. Peut-être que SOCAPAM fera également appel sur le montant de moins intérêt. Nous avions demandé presque 800 millions, on nous a accordé 100 millions. Donc, peut-être également, cet appel, nous le ferons. On est à plus de 26 jours. On est bien. De France Télévisions, nous n'avons encore été notifiés de rien du tout. Merci. Can we try in English? 5 years and 7 months because of our system, our judicial system, because the law says that the decision will appear after 1 month. But you have the decision after 5 years and 7 months. We think that the judge have to do to make many efforts for the decision to intervene in the delay of 1 month. Procedure code have no sanction about decision will intervene after 1 month. That is the things we have to ameliorate in our penal procedure code. On ne laisse pas les étrangers dicter, n'est-ce pas, la réalité de chez nous. Et je veux dire également que la SOCAPAM est un modèle sociétal au Cameroun dans le domaine de l'exploitation d'une activité privée, parce que c'est le fruit, n'est-ce pas, de la privatisation qui a été entamée dans les années 90 par l'État du Cameroun. Et c'est une des rares sociétés dont la privatisation a été effectivement réussie.
vous voyez que dans toutes les autres sociétés, il y a trop de problèmes. Socapam est une société qui marche bien, qui protège ses employés, qui fait beaucoup de bénéfices, qui distribue soit en termes d'impôts, soit en termes de cotisation sociale, soit en termes de revenus pour ses actionnaires d'une part et pour ses employés d'autre part. Et la couverture sociale y est impeccable. C'est la raison pour laquelle je viens d'obtenir l'accord d'organiser, n'est-ce pas, cette visite pour les journalistes, pour visiter les sites et que vous puissiez vous rendre compte. On prendra un peu de temps pour vous inviter, puisqu'on a vos coordonnées. On organisera une visite des sites pour vous voyez la réalité Socapam sur les lieux. Et vous verrez d'ailleurs quelles sont les structures qui sont mises en place pour permettre aux employés d'avoir une vie sociétale magnifique, et une vie aussi en dehors des sociétés. Vous verrez notamment la cité des cadres, qui est quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais bien que les sociétés de notre pays permettent à ces cadres de vivre dans un climat aussi extraordinaire. Et les constructions se poursuivent. Vous avez des structures sociales, sanitaires, en interne, où les employés sont pris en charge à 100%. Lorsqu'ils vont dans les institutions sanitaires extérieures à la société, hors société, leurs dépenses sont pris en charge à 80% et la société avance les fonds avant de se faire rembourser, n'est-ce pas, par les assurances, etc. Après cette victoire, c'est quoi la suite? Nous attendons, vous savez, nous on est des mandataires, hein. Nous avons été constitués par la Socapam et nous sommes heureux d'avoir été choisis par cette société qui avait d'autres avocats. Nous n'avons pas été tous les avocats de la Socapam, mais à cette occurrence-là, compte tenu de notre spécialité dans le secteur, ils nous ont fait confiance et nous les rendons bien parce que ça s'est très bien passé pour nous. Nous espérons que les journalistes étrangers qui écrivent sur notre pays désormais viendront à la source pour pouvoir, n'est-ce pas, débuter, n'est-ce pas, la réalité et non, n'est-ce pas, leurs inventions. Et j'en veux particulièrement, n'est-ce pas, à ce reporter qui n'a pas souhaité avoir la bonne information. Merci. Il y a une polémique qui s'est installée sur l'accaparement des terres. Il y a toutes des ONG qui sont constituées en Occident et ici au Cameroun avec des relais de l'association locale financés par ces ONG, parce qu'il faut le dire, les ONG locales sont financées par ces ONG internationales qui ont développé la théorie de l'accaparement des terres. C'est-à-dire qu'il y a des industriels occidentaux qui exploitent des terres en Afrique ou dans le tiers-monde et qui sont accaparés des terres au détriment des populations autochtones. Et de ce point de vue-là, nous voulons dire que la Socapam fait partie, n'est-ce pas, de ces structures critiquables. La Socapam est le fruit d'une privatisation des sociétés qui ont appartenu à l'État du Cameroun. Et dans le cadre de cette privatisation, la Socapam n'a pas acheté des terres d'exploitation. La Socapam bénéficie d'un droit d'exploitation lié à une concession, c'est-à-dire des baux emphytéotiques qui font que les terres appartiennent à l'État du Cameroun. Et donc s'il y a des gens qui se plaignent que leurs terres ont été accaparées, ils doivent se retourner vers l'État du Cameroun. Et la Socapam y participe. Je vous ai indiqué également le secteur de Bombay dans le Mongo. Il y a une négociation de rétrocession depuis les 250 hectares de terres qui sont en négociation pour que les populations qui ont cru avec le temps puissent retrouver les terres qui jadis appartenaient à l'État du Cameroun. Et la Socapam n'en est pas propriétaire.